Bonjour à tous, bienvenue sur ce pilote de l'émission hors-série d'Immédia. Vous connaissez certainement Immédia, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre chaîne YouTube Immédia TV Liberté sur YouTube et enfin sur notre site internet tvl.fr, bien évidemment. Eh bien, dans ce format hors-série, nous allons faire tout ce que nous ne pouvons pas faire dans nos émissions habituelles, nous détacher un petit peu de l'actualité pour vous proposer des entrevues, des dossiers et des enquêtes sur les coulisses du pouvoir médiatique. Et aujourd'hui, trois invités exceptionnels, dont un qui est pour l'instant absent et que nous retrouverons en fin d'émission. Tout d'abord, Jean-Yves Le Gallou. Eh bien, Jean-Yves, je suis votre sparring partner dans Immédia, mais aujourd'hui, vous êtes un petit peu mon invité puisque techniquement, vous avez écrit une nouvelle cartouche pour l'Institut Iliade, c'est-à-dire un court ouvrage décapant nommé « La société de propagande ». Et donc, vous êtes techniquement un invité aujourd'hui. Nous reviendrons sur votre livre et ce concept de société de propagande dans un instant. En attendant, laissez-moi vous dire que je suis très heureux de lancer ce nouveau format avec vous. Merci. Édouard Chano, ensuite, à vos côtés, ancien rédacteur en chef de Sputnik News et auteur prometteur avec ce premier livre, ou cette première brochure, comme vous le qualifiez sur Logim, L'Empire Netflix, l'emprise du divertissement, publié dans la collection Désintox de Logim, nos amis de Logim, et édité par la Nouvelle Librairie. Merci Édouard de vous être rendu disponible et d'être présent sur ce plateau avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu de votre livre. Merci Jules Blaiseau. Et enfin, nous serons heureux de recevoir en fin d'émission Alban Darguin, auteur chevronné à qui l'on doit déjà l'ouvrage Éolienne, un scandale d'État, et qui revient en force avec un livre percutant, Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale. Jusqu'où les apôtres de cette nouvelle religion climatique peuvent-ils aller dans la manipulation ? Eh bien, vous le découvrirez si vous restez jusqu'à la fin de cette émission. Trois sujets importants aujourd'hui dans ce premier épisode de hors-série, propagande, divertissement et climat, qui, nous le verrons, sont peut-être bien plus connexes et connectés qu'on ne pourrait le croire. Et on se retrouve tout de suite parce que ça commence. Jean-Yves, vous avez publié il y a presque 10 ans maintenant un essai qui s'appelait « La tyrannie médiatique ». Et dans cet essai résidait déjà un constat. Les médias ne sont plus un pouvoir parmi les autres, mais disposent du pouvoir, celui d'influencer les esprits, de manipuler l'opinion et de dicter la bonne conduite. Tyrannie médiatique, société de propagande, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la redite et la reformulation du même concept ? Non, alors pas du tout. Alors la répétition est quand même une des meilleures formes de rhétorique, donc je ne serais pas gêné de répéter ce que j'ai dit. Mais je crois que la société de propagande, c'est beaucoup plus vaste que la tyrannie médiatique. C'est-à-dire la tyrannie médiatique est un élément de la société de propagande, mais la propagande, elle fonctionne par beaucoup d'autres canaux. Elle fonctionne à travers la publicité, elle fonctionne à travers la littérature, elle fonctionne à travers les séries. Netflix par exemple, ou Disney, on y reviendra. Elle fonctionne à travers le sport. Le sport, c'est un peu l'opium du peuple et c'est un vecteur de propagande. Elle fonctionne évidemment à travers l'éducation nationale. C'est le grand endoctrinement quand les enfants vont à l'école. Elle fonctionne aussi à travers de l'entreprise, puisque l'entreprise, les grandes entreprises en tout cas, elles ont maintenant des chartes éthiques qu'elles imposent, et ce sont des normes de comportement qu'elles imposent à leur personnel, y compris dans les discussions dans le restaurant d'entreprise. Elle fonctionne à travers la justice. Vous avez un procès qui a duré 9 mois, comme celui du Bataclan, qui était un procès pour façonner l'opinion, en quelque sorte, au vivre ensemble, en rebondissant sur un attentat terroriste islamiste. Donc, vous voyez, la propagande, elle est absolument partout. Alors, c'est vrai que les médias jouent un rôle important. Je serais tenté de dire que ce sont les hubs de la propagande. Mais quand vous êtes dans un hub, y a tout ce qu'il y a autour. Et donc, la société de propagande,
englobe, c'est plus vaste que la tyrannie médiatique. Voilà, ça complète. Ce terme d'englober est important, j'ai l'impression. La thèse de votre livre, finalement, et je parle sous votre contrôle, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, la propagande existe toujours dans nos sociétés modernes et qu'on l'aurait simplement remplacée par ce qu'on appelle aujourd'hui la communication, une forme de propagande, selon vous, plus complète, plus performante, plus insidieuse, plus totale, et vous allez même jusqu'à dire qu'elle serait une sorte de goulag mental imposé aux Européens. C'est des termes très forts. Oui, mais le goulag mental, effectivement, parce que vous imaginez quelqu'un qui se lève le matin. En général, c'est ce qu'on fait. Hein. Bon. Il prend la radio ou la télévision. Là, il arrive dans les médias de grand chemin qui vont lui dire non pas ce qui est vrai, non pas ce qui est faux, mais ce qui est bien et ce qui est mal. Bon. Après, il va travailler en voiture ou en transport en commun, et là, il va avoir des publicités. Les publicités, elles ne sont pas neutres, elles véhiculent des comportements, elles promeuvent le mot consommateur ou le mot festivus, et puis elles promeuvent la diversité. Elles ne sont pas neutres. Il y a eu une très belle étude sur les publicités effectuée par Nicolas Faure qui montre qu'il y a là aussi il y a une volonté de transformer la société par la publicité et pas seulement de faire vendre. Et puis il va aller au travail. Au travail, il va y avoir la charte de son entreprise qu'il va devoir respecter. Il rentre du travail. Supposons qu'il aille faire des courses. On va lui expliquer que pour acheter du papier essuie-tout, il peut préférer celui-là que tel autre pour sauver la planète. Idem pour les yaourts. Et donc là, il arrive dans la propagande climatique. Et puis, il retrouve ses enfants qui reviennent de l'école, où on leur aura sûrement expliqué qu'il faut quand même s'interroger pour savoir de quel sexe ils sont, ou s'ils ne doivent pas culpabiliser pour l'esclavage qui aurait été commis par leurs ancêtres il y a très longtemps. Donc, on baigne dans un univers de propagande permanent. Et est-ce que vous pouvez la qualifier et la définir un petit peu pour nous, cette propagande ? Quel est son message ? Quel est son objectif ? Qui la manie, cette propagande ? Parce on comprend que c'est une chape de plomb qui nous est tombée sur la tête, mais dans quel but ? Alors, dans quel but ? Dans le but de nous faire accepter la vision, disons, des grands oligarques, c'est-à-dire la vision mondialiste du monde, qui est porté par les grands oligarques, les très grandes entreprises, qui est porté aussi par les GAFAM, hein, et donc qui a trois axes idéologiques principaux. D'abord, tout ce qui est acceptation de la diversité, de l'immigration, de l'islam, premier élément. C'est le côté un peu arc-en-ciel au sens sud-africain du terme. Voilà. Et puis, ensuite, le côté LGBTQS, enfin je ne sais plus, qui là vise à imposer une norme sociale niant finalement les différences de sexe. Bon, ça c'est le côté arc-en-ciel LGBT. Et puis il y a enfin le côté climat, où toutes les questions d'environnement qui sont importantes sont ramenées à une seule question, à savoir celle du CO2 qui serait à l'origine du réchauffement de la Terre, qui serait lui-même d'origine anthropique. Et donc, on façonne les esprits pour ça, et on crée une certaine unité dans une société qui est individualiste, dans une société où il y a des groupes différents qui héritent de cultures différentes. On crée un magma, on essaye de créer un magma unique. Alors, quand je dis que c'est un goulag mental, pourquoi ? Parce que c'est très difficile de s'en échapper. Parce que si vous en échappez, vous êtes soumis soit à la censure, soit au discrédit social. Et quel est le but recherché dans la promotion de ces idéologies, la LGBT, pro-immigration, etc., par ces grands groupes que vous qualifiez un petit peu de capitalistes, de financiers, finalement ? Je crois qu'il y a une volonté d'unifier le marché mondial et de développer le marché mondial. Par exemple, je prends l'immigration. L'immigration, c'est plus facile de transformer un Africain en consommateur si vous le faites venir en Europe que si vous le laissez en Afrique. Et donc,
la logique, c'est aussi une logique de développement économique. Donc ce qui se cache derrière le vernis progressiste, c'est une démarche en fait avare et mercantile finalement. Il y a ça, il y a une espèce d'alliance entre l'idéologie libérale marchande et l'idéologie libertaire. C'est l'alliance du gauchisme culturel et du capitalisme de prédation. Alors ce terme libéral-libertaire, c'est étonnamment souvent. C'est ce qu'on retrouve également dans les productions de Logim et dans votre brochure, l'empire Netflix, l'emprise du divertissement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, en vos propres termes, sur cette notion de libéral-libertaire ? Je l'utilise en effet. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste pour décrire cette espèce d'idéologie ambiante. Et je souligne, me semble-t-il, c'est important à rappeler, ce n'est pas une philosophie à proprement parler. C'est ce qui transpire des propos de Jean-Yves Le Gallou, me semble-t-il aussi, parce qu'il y a une contradiction aussi. Il y a en effet une accointance, il y a en effet un sens unique porté par cette opinion globalisée, mais il y a aussi une tension interne. Et c'est ce que j'essaie d'évoquer dans mon livre. Je souligne bien qu'il y a donc une firme, Netflix, qui véhicule un message que l'on peut qualifier de libéral-libertaire, mais il y a cette tension interne entre le libéral d'un côté et le libertaire de l'autre. Voilà, c'est je t'aime moi non plus entre les uns et les autres. Les uns ont besoin des autres, les uns s'opposent aux autres quelquefois. Récemment, ça a été le cas chez Netflix, il y a eu des manifestations, etc. Des licenciements, et peut-être a priori parmi ceux qui étaient les plus militants, les plus entre guillemets libertaires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à votre première question, mais en tout cas, en effet, c'est un terme, un concept que j'utilise dans mon court essai. Oui. Et Jean-Yves, dans cette société de propagande, vous l'avez dit, tout est propagande, tout est transformé en propagande et tout est sujet à propagande, le sport, les jeux vidéo, l'école, les livres, les entreprises, la musique, Netflix, pourquoi pas, puisqu'on parlera de Netflix tout à l'heure. Ah bah Netflix, l'empire des séries, oui. Les séries sont un élement de la propagande. Alors il y a les séries de Netflix, il y a les séries de Disney, il y a les séries d'Amazon, il y a même les séries françaises. Qui véhiculent toutes, à mon avis, à leur manière, la même idéologie. Oui. Alors, ma dernière question pour vous, Jean-Yves, ce sera la plus simple et la plus courte aussi. Comment est-ce qu'on fait face à cette abondance de propagande ? Alors, de deux manières, par la sécession et par l'ancrage. Alors, la sécession... Alors, la sécession médiatique, d'abord. On va sur les médias alternatifs. Donc, on ne découpe pas une petite partie de la France pour s'y installer sans médias. Alors, la sécession territoriale, on peut s'éloigner des grands centres-villes. La sécession scolaire, quand on le peut, pour échapper à toutes ces propagandes. Donc, d'abord, ça, c'est le premier élément, c'est la sécession. Et puis, se distancier... Se distancier, voilà. Et puis, même... je sais pas, si on va randonner ou qu'on fait un jeu de société, quand on fait un jeu de société avec ses enfants, on n'est pas sur une série, par exemple. Ou si on va randonner, on n'est pas dans une grande surface, on échappe à la publicité. Bon, donc ça, c'est la sécession. Et puis, il y a l'ancrage. L'ancrage, dans l'ancrage, c'est le retour aux humanités, l'appréhension de ce dont nous venons, qui est quand même la condition de savoir où nous pouvons aller. Donc voilà, voilà au moins deux démarches. C'est d'abord une résistance intellectuelle. Mais c'est très difficile, parce que tout le monde, y compris les plus critiques, y compris vous, y compris Édouard Chano, y compris moi, nous sommes quand même influencés par cette propagande terrible. Donc c'est un Personne peu n'y échappe. inextricable. Il faut mieux en être conscient, voilà. Il faut en être conscient, mais on ne pourra jamais tout à fait y échapper, à moins de jeter nos téléphones et nos télés par la fenêtre. Si on est conscient, on est en quelque sorte un peu vacciné, c'est un vaccin qui marche. Merci Jean-Yves. Édouard Chano, je vais commencer par vous interroger, mais tout d'abord, je vais vous lire une petite citation qui est tirée de votre livre, de votre introduction, pour être plus précis. « Netflix projette sur nos rétines l'idéal d'un village aussi mondialisé que progressiste, appelant à son accomplissement.
C'est une phrase donc, que je tire de l'introduction de votre brochure, l'Empire Netflix, l'emprise du divertissement. Netflix, c'est un véhicule de propagande progressiste selon vous. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez écrit ce livre ? Alors, ce n'est pas tout à fait pour cette raison que j'ai écrit ce livre, mais c'est en effet la question incontournable. Je l'ai écrit pour... Bon, vous l'avez rappelé, je suis journaliste, donc c'est l'actualité d'abord qui m'a amené à me pencher sur Netflix, au-delà du fait que je suis consommateur de Netflix, de Disney, j'ai toutes les tares. Et donc l'actualité, c'était... Bon, Netflix, je vois, perd beaucoup d'argent. L'action a perdu 70%. Donc ça, c'est suite à la chute du nombre d'abonnés mondial. Donc les abonnés ont fondu. Une chute excusez-moi, j'abuse évidemment des chiffres. Les abonnés n'ont pas fondu. Ils ont perdu 220 000 abonnés sur 220 millions, 221 millions, ce qui est dérisoire. Mais pour une entreprise comme Netflix, qui pendant 10 ans a eu une croissance ininterrompue, ça pose problème. Ça sonne le glas, peut-être. Et voilà, c'est la question qui se pose. Bon, point d'interrogation. Je ne prétendrai pas totalement répondre à la question parce que je ne suis pas un devin, je ne serai pas prophète, mais il y avait là, est-ce que le colosse a des pieds d'argile ? C'est pour ça que je parle d'empire, c'est évidemment un empire du divertissement, c'est un empire financier, audiovisuel, mais quand on parle d'empire, on pense évidemment, en tout cas peut-être vous qui avez une culture classique, on pense, qui dit empire dit potentiellement chute. Et j'ai voulu m'interroger là-dessus. Voilà. Donc c'était ça le fait générateur. Même si, bien sûr, je ne botterai pas en touche totalement, la question de l'idéologie véhiculée par Netflix reste bien sûr incontournable. C'est pas pour autant de la propagande, selon vous ? Alors ça, c'est une autre question. C'est peut-être le terme qui n'est pas adapté. Le terme sort une seule fois dans ce petit bouquin, et ce n'est pas moi qui l'emploie. C'est l'une des personnes que j'interviewe, l'avocat Thibault Mercier, qui dirige le CDL, le Cercle Droit et Liberté. Qui dit Netflix est une arme de propagande massive. Bon, vous avez visiblement bien lu ces quelques pages. Donc lui le pense. Et moi, comme tous les journalistes courageux, évidemment, je le fais dire à quelqu'un d'autre plutôt que de le dire. Alors, est-ce que Netflix est un outil ? Est-ce que Netflix est un outil de propagande ? Oui et non. En fait, ça rejoint peut-être la question du libéral, du libertaire, qui existe, mais qui est une tension interne. Je penserais que ce que véhicule le libéral, c'est plutôt du soft power, c'est l'empire américain, c'est du soft power. Ce que véhicule le libertaire, donc la gauche radicale, est plus proche de la propagande et plus potentiellement totalitaire. Il y a quelque chose, entre guillemets, excusez-moi pour tous ces anglicismes, mais il y a quelque chose de beaucoup plus soft dans le capitalisme que dans une idéologie radicale. Qui s'apparente davantage à une tyrannie brute comme on l'a connu au siècle passé, etc. Voilà. C'est un peu le malaise que je peux avoir vis-à-vis de Netflix et de la question de la propagande. Voilà. D'accord. Et si on veut comprendre un petit peu Netflix, comme vous l'avez fait, vous vous êtes interrogé d'abord sur les origines de Netflix, l'homme qui en est à l'origine, Reed Hastings, le fondateur de Netflix. Et on retrouve dans vos pages, on dessine d'abord une méthode, une patte assez particulière en termes de management de la part de Reed Hastings, des pratiques parfois gratifiantes, notamment au niveau des salaires astronomiques, comme vous le dites, mais souvent dégradantes aussi, quasiment déshumanisantes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour nous expliquer qu'est-ce que c'est Netflix à son origine et qu'est-ce que c'est aujourd'hui Netflix ? Alors pour moi, c'était essentiel pour comprendre Netflix tel que l'entreprise se comprend elle-même. Voilà. C'est une entreprise qui a été créée en 1997, qui a connu des mutations comme toutes les entreprises, mais qui a une vision originelle. Et je ne pouvais pas comprendre Netflix sans lire les propos de Reed Hastings. D'ailleurs, je recommande de lire le bouquin. Parmi vos spectateurs, il y a forcément des entrepreneurs, etc. Quand on est manager, d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez fantastique. Ce qu'il parvient à faire est en soi assez exceptionnel. Il a créé un empire financier, ça, il faut bien l'admettre. Il a eu plusieurs chocs dans sa vie.
Le premier, ça a été la faillite de sa première entreprise, avant 97 donc, qui lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas faire fonctionner une boîte en privilégiant le respect des règles au sein de l'entreprise. Donc ce qu'il a voulu créer ensuite avec Netflix, c'est une entreprise ultra flexible, où la liberté prime sur les normes. Ensuite, deuxième choc, 2001. Première difficulté pour Netflix. À l'origine, Netflix envoyait des DVD par la poste. Je ne sais pas si vous imaginez. À l'échelle des États-Unis. Oui. Ça marche mal. Et donc, il doit liquider, de mémoire, 25% des salariés. Ça se fait évidemment dans la douleur. Mais après, M. Hastings a une révélation. Il se rend compte que tout va mieux dans la boîte. Et alors, il essaie d'arrondir les angles en disant « bah oui, c'est pas bien de virer les gens », mais quand même, là, je me rends compte qu'il cite le QI. Le QI a augmenté dans la boîte depuis que j'ai viré les moins bons. Et dans le mémo de l'entreprise Netflix, ils le disent aussi explicitement, une performance convenable, bon, l'opinion commune, on se dit convenable, c'est 12 sur 20, c'est quand même pas mal, 12 sur 20. Ben non, chez Netflix, une performance convenable vous vaut une généreuse prime de licenciement. Voilà. Et donc, il y a un turnover relativement important chez Netflix. Ils sont à 8% de moyenne annuelle, alors que c'est 6% à l'échelle américaine. Alors qu'évidemment, aux États-Unis, quand même... c'est quand même déjà élevé. C'est quand même assez élevé. Inversement, ils en sont à 12% aux États-Unis, 12% de turnover, enfin de démission, donc de turnover volontaire, et 3-4% chez Netflix. Donc les gens veulent rester chez Netflix. Évidemment, vous l'avez dit, parce qu'ils sont très bien payés. Mais aussi, on est potentiellement viré assez facilement. Et tout ça, c'est Hastings qui l'a pensé, c'est pour faire augmenter ce qu'il appelle la densité de talent. Et c'est un système qui ne fonctionne, déjà, qui n'est, à mon avis, très difficilement universalisable, parce qu'il fonctionne sur la capacité de Netflix et d'autres géants de la tech à recruter l'élite de l'élite du capitalisme, avec des salaires mirobolants. Le salaire médian chez Netflix, c'est 220 000 dollars par an, de salaire médian. Voilà. Ce qui est 4 fois supérieur à Disney, par exemple. D'accord. Donc il y a un avantage déjà concurrentiel. Enfin bon, j'accumule les chiffres, mais bon, l'essentiel aussi est de comprendre que cela permet à Hastings et aux dirigeants de Netflix d'imposer une flexibilité, ou de permettre une flexibilité et une liberté aux salariés qui est inconcevable dans la plupart, dans 99% des entreprises à travers le monde. C'est une révolution managériale en quelque sorte. Donc, ils prétendent que c'est une révolution managériale. Voilà. D'accord. Et vous avez analysé donc ce côté un petit peu managérial, cette révolution managériale, mais également technologique avec l'algorithme qui permet aux spectateurs de passer moins de temps à choisir ce qu'ils vont regarder. Donc, qui suscite finalement le fait qu'ils restent plus longtemps sur la plateforme. Et en réalité, le terme révolution revient beaucoup dans votre livre et sous diverses formes et quelquefois un petit peu curieuse. Je m'explique. Révolution permanente, perpétuelle, culturelle. On tombe parfois dans votre livre dans une sorte de lexique un petit peu marxisant, avec même en touche finale une référence à Trotsky. Ça paraît assez peu adapté pour qualifier une entreprise que vous venez de décrire comme étant en quelque sorte ultra-capitaliste, ultra-innovante, ultra-inhumaine dans ses... Voilà, la philosophie californienne va mal avec... Vous parlez... Alors, j'ai beaucoup de respect pour la philosophie, donc j'appellerais ça une idéologie. Mais l'idéologie californienne, en effet, a quelque chose de très, encore une fois, de libéral, libertaire. Et d'une manière générale, capitalisme et socialisme, pour moi, sont vraiment les deux faces d'une même pièce. L'un nourrit l'autre, etc. Ça a été le cas pendant le XXe siècle. Même s'ils se sont opposés, l'un ne pouvait pas vivre sans l'autre, etc., etc. Enfin, depuis d'ailleurs le XVIIIe siècle, intellectuellement parlant, etc. Donc oui, dans cet essai, il y a en effet une analogie continuelle là-dessus. Et ça se ressort, d'ailleurs, il l'assume à moitié, Reed Hastings, parce que son livre est un slogan de mai 68. Son livre, c'est « Il est interdit d'interdire ». Pas de règles. Le but pour lui, c'est pas de règles, interdit d'interdire. Donc je ne pense pas me tromper en soulevant cette analogie. Et vous présentez les plateformes de VOD comme un champ de bataille culturel, notamment pour les woke, donc tous les représentants et
et les mignons de cette idéologie en fait progressiste très, très prégnante aux États-Unis. Quelle est la véritable importance de cette mouvance dans la plateforme et sur la plateforme au niveau des contenus? Bon, pour les contenus, vos spectateurs le savent déjà. Il suffit de choisir au hasard une série, une production, peu importe, pour s'en rendre compte. Il y a évidemment quelques productions qui sont citées dans le livre, même si ce livre n'est pas un livre de critique cinématographique, je ne prétendrai pas. Je vais vous donner des exemples. Sex Education, Sense8, ce genre de choses. Il y a forcément... c'était aussi une des questions qui se posaient à l'été dernier, depuis octobre 2021. Il y a eu un scandale, un humoriste américain qui s'appelle David Chappelle, qui est un espèce de Jean-Marie Bigard afro-américain, qui s'est moqué des trans en disant que pour lui ça semblait une idée bizarre de penser qu'on pouvait être né dans le mauvais corps, etc., etc. Levée de bouclier arc-en-ciel, manifestation de salariés de Netflix chez Netflix parce que Netflix a signé un contrat d'exclusivité avec l'intéressé, etc. Pour diffuser ses spectacles. C'est ça. Et en fin de compte, Netflix a tapé du poing sur la table en disant « Attendez, stop, on va revoir un peu le mémo d'entreprise. Les salariés, chers salariés, sachez que si vous travaillez chez Netflix, vous pouvez avoir votre sensibilité, c'est très américain, votre sensibilité peut être heurtée, mais vous devez l'assumer, voilà, c'est à vous de faire le choix. » Là, c'était peut-être un tournant. C'était peut-être un tournant au printemps dernier, où ils se sont rendus compte que bon, le wokisme, ça va 2 minutes. Alors bon, ça c'est la question qui se pose. On aura peut-être la réponse dans les années à venir, même si, bien sûr, pour l'instant, la présence d'une production ou d'une influence woke est évidemment écrasante au sein de Netflix. En tout cas des échelons. Donc dans les rédactions, chez les producteurs, chez les techniciens. C'est ça. Ils ont même nommé une vice-présidente qui s'appelle Verna Myers, qui est chargée de la politique d'inclusivité. Et d'ailleurs, elle le dit noir sur blanc. Pour elle, son but, c'est de faire évoluer le regard. Donc ils comptent évidemment le nombre de femmes, le nombre de blancs, noirs, je ne sais quoi, dans leur production, et ils sont très heureux de voir que le nombre de femmes a augmenté au gré des ans, etc. Un peu moins le nombre de noirs, alors là, ils s'excusent, etc. Ça va peut-être un petit peu à rebours de ce culte de l'excellence chez Netflix qui cherche... C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose, et la réaction aux manifestations, et a priori, ils auraient licencié un certain nombre de producteurs plus ou moins woke. En tout cas, des producteurs woke compteraient parmi les personnes licenciées. Mais c'est en effet la question qui se pose à terme. Est-ce que Netflix va opérer un véritable virage ou temporiser ? Je laisse chacun avoir son avis là-dessus. Et mon ultime question pour vous, Édouard Chano, les excès idéologiques de Netflix ne sont guère commercialement raisonnables. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, en sous-entendant finalement que Netflix, puisqu'elle poursuit des intérêts idéologiques de manière très, très poussée, c'est peut-être ce qui l'amène à son déclin. Et là, on a un point d'interrogation qui se pose. Est-ce que c'est le fait Est-ce que ça participe à son succès ou au contraire à sa perte de vitesse, cette idéologie woke? Est-ce qu'on peut attribuer cette perte d'abonnés que vous avez mentionnée tout à l'heure à cette prégnance de l'idéologie woke? C'est un débat parmi les économistes, parmi les commentateurs de manière générale. En 2015, il y a eu certaines études aux États-Unis qui affirmaient que plus une entreprise était inclusive et plus elle connaîtrait de succès financier. C'était en 2015. En 2022, je ne sais pas si on dirait la même chose. Je ne sais pas s'il y aurait des études aussi affirmatives. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la vague Trump, par exemple, qui a pu changer un certain nombre de comportements ou d'opinions aux États-Unis, etc. etc. Il y a peut-être une prise de conscience de manière générale aux États-Unis, en Occident au sens large, voilà. Et puis sans parler à travers le monde où
certaines populations n'ont absolument pas envie d'entendre parler de ce genre de choses. Ah bah ça c'est certain. Merci beaucoup, Édouard Chano, ancien rédacteur en chef de Spoutnik Paris. Je me suis trompé au début de l'émission et vous me l'avez fait remarquer. Et maintenant, auteur de Netflix, l'Empire Netflix, l'emprise du divertissement. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette brochure ? Sur le site de la Nouvelle Librairie, bien sûr, mon éditeur. Le site de la Nouvelle Librairie et sur Logim peut-être également. Également, en effet. Merci beaucoup, Jean-Yves. On sait vers qui se tourner pour traiter un petit peu de toutes les actualités audiovisuelles maintenant. On a notre invité de choix. Est-ce que ça vous a donné envie de vous abonner à Netflix ? Et peut-être que vous l'êtes déjà abonné à Netflix d'ailleurs. Non, je suis un peu... je peux pas... Non, je suis pas abonné à Netflix. Et je suis pas absolument certain que je vais m'abonner à Netflix. D'accord. Mais par contre, j'ai lu le livre d'Édouard Chano avec un très vif intérêt. Eh bien, j'invite tous nos spectateurs à retrouver ce livre sur la Nouvelle Librairie et sur le site de logim.fr. C'est une petite brochure qui se lit très facilement et qui est vraiment très intéressante. Édouard Chano, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour répondre un petit peu à nos questions avec ce dossier très intéressant sur Netflix. On va tout de suite passer, après une petite virgule, à notre deuxième partie d'émission où on va avoir une entrevue avec Alban Darguin qui va nous parler cette fois de réchauffement climatique et de manipulation d'opinion. On se retrouve tout de suite. Alban Darguin, merci de vous être rendu disponible pour cet entretien téléphonique et je suis navré que vous ne soyez pas avec nous en plateau aujourd'hui. Désagrément que nous devons, je crois, à une certaine grève des cheminots. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour couvrir un sujet délicat, brûlant même, sans mauvais jeu de mots, et sur lequel vous semblez expert, c'est la manipulation de l'opinion quant au réchauffement climatique, particulièrement par les médias. Alors vous avez déjà été reçu par Martial Bild dans un Zoom consacré à votre ouvrage, et avant toute chose, je réfère nos spectateurs à cette émission-là, s'ils veulent comprendre un petit peu plus votre pensée après cette émission. Alors, puisque nous parlions auparavant de propagande et de médias français, voici l'une de vos citations. « Autant dire avec une infinie tristesse que le monde médiatique, canal principal, autrement dit mainstream, dispose aujourd'hui de moyens considérables d'asservissement, 1000 fois supérieurs à ceux dont disposaient les dictatures du XXe siècle, le bon docteur Goebbels ou ce bon Nikolai Boukharine. » Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les médias usent de leur méthode de propagande sur le sujet de réchauffement climatique ? Bonjour à tous les deux, Bonjour. D'abord. Et maintenant, la réponse est assez simple. Cet engouement pour un réchauffement climatique anthropique relève en effet d'une dialectique qui a été partagée par tous les médias mainstream, on peut le dire là, pour une raison simple, c'est que pour moi, en sachant que le réchauffement climatique actuel est parfaitement naturel. Parenthèse, ce matin, il faisait 11 degrés là où je suis, ce qui veut dire que je n'entends plus beaucoup de médias qui parlent d'un réchauffement exceptionnel, absolument qu'on n'a jamais connu depuis des siècles, etc., depuis des années. On est plutôt dans un refroidissement. Mais ceci dit, c'est un élément dialectique qui est très intéressant parce que les médias, justement, adaptent leur dialectique. Quand il fait très chaud, c'est un réchauffement catastrophique et on va tous mourir. Et quand il fait un petit peu plus froid ou qu'il pleut et que c'est humide, à ce moment-là, on ne parle plus de réchauffement climatique, vous le noterez, on parle de dérèglement climatique. Eh oui. Donc pourquoi, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que les médias canal principal sont tous dans cet axe-là? Parce qu'ils font partie de la manipulation. Quand on lit des choses aussi effarantes que parfois même humoristiques dans la presse, à la radio ou à la télévision, on a une partie des réponses à la question. Ils épousent une thèse qui est une thèse qui a été fabriquée et qui est fabriquée de mon point de vue pour être un échelon de plus dans la mondialisation et dans le mondialisme et l'appropriation à la fois des énergies par un certain nombre de plutocrates mondiaux et surtout en déposséder les États et donc leur souveraineté. Alors,
je pense que si on veut aller dans quelque chose de récent, on pourrait parler de la charte du journalisme face à la hauteur, disons, pour être à la hauteur de l'urgence écologique. Je pense que vous êtes au courant de cette charte. Le tournant écologique de Radio France. Oui, absolument. Oui. Or, il y a des choses très intéressantes là-dedans, parce que c'est vraiment une dialectique politique qui est derrière, mais ça devrait faire frémir tout le monde, exactement dans le sens de la phrase que vous avez citée de mon livre, en parlant des grandes dictatures qui avaient leur direction de la communication, etc., et où tout était épluché. Ben, on est quasiment dans la même chose. Hein. Pratiquer un journalisme bas carbone, révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. Alors là, sont visés des gens qui, en toute honnêteté, démontrent, et c'est ce que j'ai essayé de faire, que c'est une manipulation. Mais vous voyez, il y a carrément un article 7 qui dit ça. Certains intérêts économiques et politiques œuvrent activement à la construction de propos qui trompent la compréhension des sujets et retardent l'action nécessaire pour affronter les bouleversements en cours. Mon Dieu. Quand je lis ça, l'entête de ce tournant écologique de Radio France, c'est « La crise climatique fait l'objet d'un consensus scientifique international solide depuis plus de 20 ans, documenté par le GIEC, alors là vous serez ravis, dans ses rapports successifs, et plus personne ne peut en ignorer les conséquences graves, concrètes sur l'environnement, l'économie et la vie humaine ». Donc Radio France nous promet un axe éditorial majeur consacré au climat et au changement climatique et au réchauffement climatique. Et on comprend donc que le matraquage médiatique va ne faire que s'amplifier dans les mois et les années qui viennent. On parle également d'un grand plan de formation à destination de ces journalistes, producteurs et animateurs sur les questions climatiques. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, Alban Darguin ? Ça m'évoque... dans les dictatures communistes, ce qu'on appelait la rééducation. Vous voyez ? C'est-à-dire que pour le dernier point que vous soulevez, là, pour des journalistes qui ne seraient vraiment pas au fait des choses, vous m'entendez bien là ? Oui. Oui. Donc, pour des journalistes qui ne seraient pas au fait des choses, ben, on va leur faire des cours accélérés pour qu'ils soient bien dans la ligne du parti, dans la droite ligne du parti. Hein. Pour autant, si on se rappelle la charte de Munich de 1971, il y est déclaré des choses qui sont en parfaite contradiction avec cette charte de France Info. Il y est parlé de défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique, de s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Là, ça nous ramènerait d'ailleurs à un autre point qui est l'application des critères ESG dans toutes les entreprises, y compris les entreprises de presse et les groupes de presse. Vous savez, les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, c'est l'entrée de la culture woke dans les entreprises d'ailleurs. Oui, sujet qu'on a mentionné avant votre arrivée sur le plateau d'ailleurs. Oui. Et il y en a un autre qui est quand même intéressant, c'est ne jamais confondre, dans la charte de Munich, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire, du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Et ça pourrait faire éclater de rire. D'accord. Oui. Voilà. J'ai une question pour vous sur Netflix, parce qu'on en a longuement parlé juste avant votre arrivée. Netflix et ses documentaires sur le réchauffement climatique. Alors on a une tonne de documentaires, de séries fiction et de docu un petit peu fiction qui sont consacrés à ce sujet et qui mettent toutes en avant l'importance de la main humaine dans ce réchauffement climatique et dans cette destruction de l'écosystème. Notre planète, une vie sur notre planète avec David Attenborough, un océan plastique, Chasing Coral, Ne lève pas les yeux avec Leonardo DiCaprio et j'en passe. Les dernières productions depuis 2020 et ça s'accélère, et il y en a encore que je n'ai pas cité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce lien entre l'industrie du divertissement et la propagande sur le réchauffement climatique à proprement parler ? Alors, sur l'industrie du divertissement en tant que telle, je dirais que je ne fais pas le distinguo parce que je ne le connais pas assez bien, mais j'allais dire, c'est une doxa qui pénètre partout, et qui est une doxa qui
qui doit influencer à tous les niveaux de la société. Or, Netflix est une plateforme qui malgré quelques difficultés, si j'ai bien compris, cherche à tout prix à faire du streaming partout, ce qui fait que les populations les plus agiles pour se divertir, si j'ose dire, doivent aussi téter le lait acide de la fausse écologie, ce que j'appelle moi la fausse écologie, car la lutte contre le réchauffement climatique du fait de l'homme, anthropique on dirait, c'est une intoxication qui pénètre par toutes les pores, un peu comme les sujets de la culture woke, etc. C'est véritablement, ça s'instille dans tous les niveaux de la société, et avec en plus la société du grand divertissement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société dont je parle un petit peu dans mon livre, qui est une société du grand divertissement. Vous savez, l'essai de Bruno Patino sur la mémoire du poisson rouge, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet essai, qui est assez truculent et qui est quand même très intéressant, qui montre que, selon Google, les millennials, c'est-à-dire les gens qui sont nés dans l'année 2000 et autres, ceux qui rentrent, il les décrit bien en disant ceux qui rentrent dans les transports en commun avec les yeux rivés sur leur smartphone et qui passent d'un sujet à un autre, et ces gens-là qui, reprenant d'ailleurs une phrase de T.S. Eliot, sont des gens qui sont déjà passés à autre chose avant de commencer à faire quelque chose. Oui. Alors, le fil rouge de votre ouvrage, Alban Darguin, c'est un petit peu cette manipulation de l'opinion mondiale, justement. Et c'est le sous-titre de votre ouvrage. Ce que vous qualifiez de manœuvre destinée à tromper, ou encore cet emploi abusif et multiplié d'une chose. C'est des définitions que vous empruntez au Larousse, successivement celui de 1872, il me semble, et un petit peu plus récent. Devons-nous comprendre, avec ces définitions et ce martèlement de votre part du mot manipulation, que tout ce que nous entendons sur le réchauffement climatique, de la part des scientifiques, des médias et des gouvernements, que tout cela est faux? Eh bien oui, c'est faux. Mais comme toute manipulation... Ah, pardon. Oui, dites-moi, vous pouvez recommencer, il n'y a pas de souci. Comme dans toute manipulation, il y a toujours un fondement de vérité. En l'occurrence, pour le réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique. Je me suis exprimé à de nombreuses reprises, j'étais encore hier à faire une conférence dans une ville de l'ouest de la France, à un parterre d'étudiants, d'une 50aine d'étudiants, et c'était passionnant d'ailleurs, parce que on voit que la grande dissipation n'empêche pas des gens qui veulent s'instruire de réfléchir et justement de se poser des questions sur l'énormité de ce type de manipulation. Mais donc, véritablement, il y a une dialectique qui s'adapte à tout et qui doit concourir au meilleur des mondes, ou au monde donc le meilleur des mondes, vous voyez à quoi je fais référence, mais surtout à une espèce de dictature qui ne sera pas que numérique, qui sera véritablement un état d'esprit mondial dans lequel il n'y a plus de patrie, il n'y a plus de racines, et donc on a des gens qui finalement, d'ailleurs, avec une sururbanisation actuelle, qui favorise ce type de manipulation, mais derrière, il y a une volonté de passer à autre chose. C'est évident que, bon oui, je fais le parallèle entre ce qui s'est passé avec le Covid-19, la Covid-19, comme ils disent. Oui, il faut faire attention sur la terminologie, sinon on se fait taper sur les doigts. Ah, d'accord. Donc, avec la grippe de Han, comme ça, tout le monde comprendra de quoi je parle, et avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que d'une véritable épidémie et virulente, on passe à des mesures drastiques qui ne sont d'autant moins justifiées qu'on sait la suite sur un certain nombre de points, notamment l'affaire des vaccins. Mais de la même façon, pour le réchauffement climatique, on est en train d'engager des changements fondamentaux en termes d'énergie, de mutualisation de l'énergie entre les peuples, d'interdiction de possession de sources d'énergie indépendantes, c'est-à-dire la mort des souverainetés. C'est caractéristique en Europe, en ce moment, ce qui se passe. Et ça est fait au nom
justement, de ce qui est incroyable, de l'alibi du réchauffement climatique anthropique, Oui. c'est-à-dire que l'homme serait en train de réchauffer le climat de façon considérable. Or, c'est faux, c'est ce que je démontre dans mon livre. En revanche, que l'homme salisse de plus en plus la planète, ça c'est vrai. D'accord, donc ça c'est le fondement de vérité que vous mentionniez tout à l'heure. Ben oui, l'écologie, bien sûr. L'écologie, moi je suis un partisan de la vraie écologie. Et vraiment, d'ailleurs, je la mets en pratique, à dire vrai. mais pas celle qu'on nous vend et qu'on veut nous vendre. C'est très intéressant que vous disiez cela, parce qu'on a souvent l'impression, et c'est dans la tête des gens, qu'ils le veuillent ou non, que les climato-sceptiques sont en réalité des gens qui n'aiment pas la nature, qui n'ont aucune conscience écologique quelle qu'elle soit. Et je trouve ça intéressant que vous fassiez un petit peu cette distinction et que vous nous l'expliquiez. Vous parliez juste avant de ces mesures coercitives employées dans la crise Covid par les différents États du monde. C'est ce qui nous attend, c'est une sorte de passe climatique, de masque anti-émission de carbone. Oui, il est déjà en préparation. C'est un passeport climatique. De toute façon, quand vous regardez ce que le numérique permet de faire, à tout point de vue, en matière de traçabilité, d'établissement de profil, etc., il y a le Léviathan moderne est là. Et donc, sur la partie climatique, vous verrez qu'un jour, nous aurons tous un passeport, entre guillemets, avec un identifiant. Et si vous voulez encore prendre de l'essence avec votre voiture, vous ne pourrez plus le faire parce que c'est mauvais pour la planète, ou vous pourrez le faire avec des quotas. Vous ne pourrez plus vous chauffer. Alors, étonnamment, le bois n'est pas rentré dans le scope, si j'ose dire, du sujet. Alors, les gens se chauffent encore au bois. Et pourtant, la combustion du bois, elle aussi, elle procède elle émet l'abominable CO2, vous savez, celui qui représente 0,04% de l'atmosphère, grosso modo. Alban Darguin, merci beaucoup. J'aimerais que cette émission dure un petit peu plus longtemps, mais nous faisons face à quelques difficultés techniques et le plateau l'émission est déjà un petit peu longue, donc je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible par appel. Et puis, on se dit peut-être à très bientôt pour un autre épisode. Oui, je suis désolé que nous ayons dû le faire de cette façon-là. J'avais prévu de venir vous voir, mais elle sera peut-être partie remise. On vous remercie, on vous remercie tout de même. Merci à vous, et puis je l'espère, à très bientôt pour un autre épisode, pourquoi pas d'Immédiat ou du hors-série d'Immédiat. Jean-Yves, un dernier mot peut-être ? Moi, j'ai été très, très content de cet entretien. Je regrette qu'il ait été un peu perturbé par la SNCF, mais ça a peut-être contribué à sauver la planète, la grève de la SNCF. Alors, je crois effectivement qu'on a là, à travers l'affaire climatique, l'application de toutes les méthodes de propagande. Transfusion, amplification, répétition, orchestration, diabolisation. Transfusion. Parce qu'on part effectivement d'un fait réel, qui est un réchauffement, en tout cas en Europe, dans l'hémisphère nord, et on explique, mais c'est anthropique, c'est la faute de l'homme. Ensuite, on amplifie. C'est-à-dire, effectivement, comme cela nous a été dit, dès qu'il fait un petit peu chaud en dehors de la norme, les médias en font énormément. Donc, c'est l'amplification. Météo et climat. On répète, on confond météo et climat. On confond, puisque la météo, c'est ce qui est quotidien, le climat, c'est ce qui est sur la longue durée. On répète. Il y a l'orchestration, puisque ça vient de partout. Ça vient des entreprises, ça vient de la publicité, ça vient des médias, donc c'est partout. Et puis il y a la diabolisation de ceux qui pensent autrement ou un tout petit peu différemment, qu'on veut censurer ou interdire socialement. Donc on a toutes les techniques de la propagande qui sont utilisées au service de ce qu'il faut bien appeler ce délire climatique. Et je partage tout à fait l'opinion de notre invité sur le fait que la défense de l'environnement est aujourd'hui sacrifiée par l'alarmisme climatique. Il y a d'ailleurs eu un livre assez intéressant qui a été écrit par un environnementaliste qui a pour titre « Le climat qui cache la forêt ». L'obsession climatique
qui cache le souci de l'environnement, des paysages, de la biodiversité aussi. Et je crois que c'est vraiment très bien de mener cette opération, on peut dire, de rétablissement d'un certain nombre de vérités intellectuelles. Alban Darguin, vous avez connaissance de cet essai Le climat qui cache la forêt? Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu encore. Ah, ça vous fera de la lecture, et puis votre livre fera de la lecture à nos spectateurs. Je vous rappelle qu'on peut le retrouver aux éditions Pardès. Dites-nous comment est-ce qu'on peut se procurer votre livre, Alban Darguin? On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies. Je ne vais pas vous donner les grands libraires. Il est partout en librairie normalement. Et sinon, vous pouvez le commander à TV Liberté, sauf erreur. Sur la boutique de TV Liberté, il me semble bien sûr. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Alban Darguin. Merci Jean-Yves pour cette émission. Merci Jules pour ce premier hors-série d'Immédiat. Qui est fait un petit peu sur le pouce. Jean-Yves. Et nous espérons faire beaucoup d'autres numéros comme ça et vous proposer, pourquoi pas, d'autres formats. Nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées que vous pourrez nous donner, chers spectateurs, tant au niveau des sujets que du format et des invités qu'on pourrait inviter. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un immédiat traditionnel cette fois.